Alors, pour comprendre, il faut comprendre les différentes formes d'entrepreneuriat et qu'est-ce que ça veut dire être entrepreneur. Vous savez, l'histoire des entrepreneurs, c'est assez amusant, parce qu'entrepreneur, c'est un mot français qui a été inventé par un Américain dans un article de la Harvard Business Review en 1938. Et dans cet article, un professeur de Harvard explique un phénomène qui lui paraît extrêmement étrange à l'époque. C'est des gens qui font des choses incroyables avec rien. Parce qu'avant la naissance des entrepreneurs, le monde capitaliste est un monde où le fait de faire une entreprise, de gagner de l'argent, dépend d'une seule et une seule chose, le capital que vous avez à disposition. Donc, si vous regardez en accéléré l'histoire du capitalisme, le capitalisme, c'est d'abord l'émergence des bourgeois, ces gens qui ne sont pas nobles et qui travaillent. Ils achètent et ils vendent des produits à risque, ils font des profits, ils empruntent de l'argent, ils se réunissent ensemble en société pour financer des expéditions qui sont bien au-dessus de leurs propres moyens. L'invention de la société, c'est parce qu'on envoyait des bateaux aller chercher en Inde, aux Amériques, à travers le monde des richesses. Il y avait deux choses qu'on ne savait pas. C'est est-ce que le bateau allait revenir? Donc, il fallait quand même prendre un risque. Les risques de tempête, etc. étaient quand même assez importants. Et puis la deuxième chose qu'on ne savait pas, c'est est-ce que les richesses qui seront sur place seront vendues? Donc il y avait un risque produit et un risque marché. Et comme on ne pouvait pas prendre ce risque seul, personne n'était assez riche pour prendre ce risque seul, les gens ont commencé à se regrouper, notamment avec la fameuse Société des Indes, pour acheter des parts de bateaux. Et ces parts de bateaux sont devenues la société contemporaine. Mais dans cette première version du capitalisme, il n'y a aucune différence entre le travail et l'argent. Vous n'avez pas 10% du bateau parce que vous faites 10% du travail. Non, vous avez 10% du bateau parce que vous mettez à disposition 10% de l'or nécessaire au bateau. Et à l'époque, les gens qui travaillent, d'abord, il y a deux choses. La plupart ne sont pas payés. Grand avantage bizarre de l'époque. Et puis, l'autre point, c'est que les gens qui étaient un petit peu payés étaient de toute façon dans des relations de féodalité. Même si les seigneurs avaient disparu, on avait gardé cette espèce de schéma que celui qui a le pouvoir a l'argent, donc c'est le seigneur, donc c'est celui qui décide. Et puis, petit à petit, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, il a commencé à se passer un phénomène intéressant, c'est que les gens ont commencé à créer des entreprises avec beaucoup moins de capital qu'avant. Et donc les gens arrivaient à avoir deux phases dans leur vie. Une première phase où ils travaillaient et ils épargnaient. Ils arrivaient en clair à épargner l'équivalent d'une maison. Et puis au lieu d'acheter une maison comme les autres, ils prenaient cette valeur et à quelques-uns, ils la mettaient ensemble et ils créaient une entreprise. Et donc on est passé d'un monde où il était possible de devenir capitaliste en prenant des risques de capitaux soi-même. Et donc dans une vie, on pouvait passer les 20 premières années de sa vie à travailler et économiser de l'argent, et ensuite les 20 années d'après à utiliser cet argent pour entreprendre. Quand vous regardez les histoires légendaires des gens comme les gens qui ont fondé Auchan, ou les gens qui ont fondé les grands groupes de luxe comme François Pinault, ou tout ça, c'est des gens qui ont d'abord sont rentrés par la porte du travail, n'ont pas utilisé cet argent pour vivre mais pour investir, ont sacrifié énormément d'années de leur vie à vivre en dessous de leurs moyens pour espérer un jour avoir beaucoup plus de moyens que tout le monde. Et donc ça restait un calcul capitaliste. Et puis ce paradigme, étrangement, il est toujours présent autour de nous. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui valorisent comme levier leur capital. Mais il y a une nouvelle génération qui est arrivée avec un outil incroyable qui s'appelle Internet, qui a permis à des gens d'entreprendre sans capitaux. Et alors pourquoi c'est possible en 2018 d'entreprendre sans capitaux? Parce qu'au début des années 2000, il s'est passé 3 phénomènes en même temps qui sont pas très compris par les gens, mais qui ont changé beaucoup de choses. L'apparition d'Internet a eu 3 conséquences. Conséquence numéro 1, le coût de tout ce qui avant était un investissement fixe est devenu un investissement variable.
Tout ce qui avant était quelque chose dont vous aviez besoin d'acheter en capital est devenu quelque chose que vous pouvez louer. On va prendre un exemple tout bête. Moi, la première fois que j'ai fait une boîte internet, il y a très longtemps maintenant, il y a 16 ans, j'ai dû acheter un serveur. Donc j'ai dû aller dans un magasin et acheter une espèce de boîte à pizza qui s'appelait un serveur. Il y avait des modèles 1U, 2U, 3U, 4U. J'ai pris le 0.5U, c'était le moins cher. C'était un 1U mais qui était à moitié vide. Et puis il fallait amener dans une voiture ce serveur dans un data center, le brancher dans un rack, le brancher au réseau, louer le rack et espérer que ça ne brûle pas. Et alors c'est un vrai truc, espérer que ça ne brûle pas, parce qu'en fait à l'époque les serveurs étaient assez mal foutus, et donc ça prenait souvent feu. Et quand ça prenait feu, il y avait des extincteurs qui butaient votre serveur, puis il fallait en racheter un nouveau, etc. Et donc le coût d'entrée à l'entrepreneuriat était très très élevé. Il fallait gagner de l'argent. Et moi, par exemple, j'avais gagné de l'argent en faisant des sites internet. Donc j'avais vendu mon travail pendant des années, j'avais économisé de l'argent, et puis un jour j'ai pu transformer cet argent en une entreprise, un capital. Aujourd'hui, les gens, ils tapent Git push, je crois, et ils ont le cloud qui leur est ouvert, et puis ça coûte quelques centimes. Et puis d'ailleurs, tous les prestataires de cloud donnent maintenant des heures et des heures de cloud d'avance, parce que les gens se disent, si ça marche au début, ça marchera après. Et donc, s'il faut leur donner un peu pour les aider à démarrer, ça coûte marginalement pas grand-chose. Ben, vous voyez, ça, c'est le passage d'un monde où on a des CAPEX qui deviennent des OPEX. C'est-à-dire des dépenses en capital, CAPEX, Capital Expense, qui deviennent en fait des Operating Expense, des dépenses en opération. Et tout est comme ça. Vous voulez un système de logistique, vous avez Shopify. Vous voulez un système de communication, vous avez Slack. Vous voulez un système de je sais pas quoi, vous avez je sais pas qui. Il n'y a pas un besoin aujourd'hui qui n'est pas disponible comme un service qu'on peut louer. D'ailleurs, fondamentalement, maintenant le problème, c'est de savoir quel service utiliser. Vous pouvez, maintenant, je vois des gens qui sont paralysés en mode SaaS, où ils passent tellement de temps à chercher tous les SaaS dont ils ont besoin, qu'ils passent 3 ans de leur vie à configurer plutôt qu'à faire quelque chose. Mais ça, c'est un autre problème. La deuxième chose qui s'est passée, c'est que non seulement Internet a réduit les coûts de développement d'une société, mais en plus a rendu le savoir accessible. C'est un de nos grands motos à coup d'État. On a fait plein de vidéos sur ce sujet-là. Mais fondamentalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si aujourd'hui vous avez besoin d'apprendre quelque chose sur un sujet, vous pouvez absolument l'apprendre sans passer par aucun expert, sans demander la permission à aucune institution. Et on est passé d'un monde où apprendre quelque chose, on avait besoin de l'autorisation de quelqu'un, à un monde où apprendre quelque chose ne dépend finalement que de votre motivation, de vos connaissances préalables, du temps disponible que vous avez et du courage que vous voulez y mettre. C'est très différent, c'est plus le même jeu. C'est plus les mêmes jetons sur la table. Et si c'est plus les mêmes jetons sur la table, ça veut dire qu'il y a une génération de gens qui peuvent décider de prendre en main leur vie et de la prendre en main, non pas en demandant la permission de qui que ce soit, mais simplement en faisant ce qu'ils ont envie de faire, au rythme où ils ont envie de le faire. Alors il y a des gens très rapides, ils apprennent plein de choses très rapidement, ils ont beaucoup de talent, il y a des gens plus lents, ils apprennent peu de choses, mais plus profondément. Et peu importe en fait le delta, du moment que vous êtes en croissance, vous avancez. Et les opportunités sont incroyables. Vous savez, un des trucs à coup d'État, c'est que vous rencontrez plein de gens au quotidien, et il y a quelque chose de très étonnant dans tous ces profils que vous voyez, c'est le nombre de gens qui arrivent à pirater le système. Parce qu'on parle toujours des entrepreneurs qui font le top 1% des entreprises, parce que c'est ce qui est le plus médiatiquement visible, enthousiaste, et qui crée du rêve, des légendes et la motivation dont on a tous besoin. Mais fondamentalement, il existe énormément de gens qui sont à la marge du système et à la périphérie du système et qui font plein d'argent. Par exemple, on a fait une expérience à coup d'État avec des gens qui sont plutôt jeunes et on leur a fait construire des business en ligne et on leur a simplement donné comme challenge et peu d'instructions de dire je suis sûr que vous pouvez gagner votre vie tous les mois et ils sont nombreux aujourd'hui à gagner quelques centaines d'euros par mois en ligne gratuitement. Aujourd'hui,
la même chose il y a 20 ans, ça aurait demandé une infra, ça aurait demandé beaucoup de choses. Énormément de services ont rendu possible le fait de gagner de l'argent et ont rendu possible à des gens, partout à travers le monde, l'accessibilité d'un revenu de subsistance qui les rend libres. Et si vous êtes libre en termes de revenus, tout le reste change. Et ça, c'est la troisième chose, c'est qu'on est passé d'un monde où le capital était rare à un monde où le capital est abondant. Alors parlons de ça 2 minutes, parce que c'est quand même un des sujets les plus importants qui occupe énormément la presse, avec beaucoup de déformations, à savoir pourquoi les startups lèvent autant de fonds, et pourquoi il y a des gens qui lèvent des fonds, et pourquoi il y a des gens qui n'en lèvent pas. Tous les entrepreneurs ne font pas des startups, et toutes les startups ne lèvent pas des fonds. C'est quoi ce grand phénomène? Ce grand phénomène, c'est qu'il y a des poches d'argent qui sont de plus en plus grosses. Les États réduisent les taux d'intérêt, donc ils impriment de plus en plus d'argent. Les investisseurs institutionnels ont eu des retours sur les 30 dernières années extraordinaires, et donc ils ont de plus en plus d'argent à investir. Et la quantité d'argent qui était disponible pour le risque a explosé. Si vous prenez par exemple une université américaine qui a ce qu'on appelle un endowment de 100 milliards, c'est-à-dire les donations de tous les élèves passés, l'argent gagné par toutes les années passées, et vous regardez la part de cet endowment qui est investi dans des fonds de capital risque, vous voyez qu'on passe de 3 à 10% de cet argent sur les 20 dernières années. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent autour. Alors quand on dit ça, les gens me disent « oui, mais moi, j'arrive pas à lever de fonds ». Alors c'est ce qui est formidable avec la levée de fonds, c'est que comme on a confié à peu près 90% des fonds à des gens qui ont tous la même gueule, ils finissent par tous investir dans la même boîte. C'est tout bête, hein, c'est des problèmes de sociologie assez bêtes, mais si tous les investisseurs en capital risque ont le même profil, la même éducation et la même gueule, bah à la fin, ils se trouvent tous que les sujets les plus intéressants, bah c'est les mêmes. Résultat, on est en train de rentrer dans un monde où il y a un double phénomène, où les gens qui n'arrivent pas à lever de fonds n'enlèvent vraiment pas plus qu'avant, et les gens qui, eux, arrivent à lever de fonds, enlèvent de plus en plus à des valos de plus en plus délirantes. Et donc là, il y a 2 cris journalistiques extraordinaires. Le premier s'appelle la bulle, et le deuxième, c'est la folie irrationnelle des investisseurs. Alors 2 choses. La bulle, c'est un truc qui s'est passé en 2001. Moi, j'ai assez peu de souvenirs en 2001, j'étais jeune. En plus, pour moi, 2001, c'était une année un peu bizarre. Vous savez, il y a eu un avant, un après dans ma vie en 2001. Avant 2001, on disait « Ah, Oussama, c'est mignon comme nom ». Après 2001, on m'a dit « Ah, tu veux pas changer de prénom ?» Donc, c'est pas la meilleure année de ma vie. Et puis, en 2001, il y a la bulle Internet qui a explosé et tout le monde nous a expliqué que c'était la folie, etc. Et donc, aujourd'hui, on est en 2018 et 17 ans plus tard, les gens se disent « Ah ouais, moi j'ai connu la bulle, dans la bulle, c'était la folie. » Alors, on va pas la dire autrement, on n'en peut plus des gens de la génération de la bulle parce que les gens de la génération de la bulle ne sont pas bons en maths. Pourquoi la bulle Internet était une bulle? Je vais vous donner un grand secret qui vous permettra de répondre à ça la prochaine fois qu'un type vous parle de ça. En 2001, on investit dans le monde 27 milliards au total dans les startups. 27 milliards, c'est beaucoup d'argent. Et donc, en 2008 ou 2009, on est repassé à nouveau à 27 milliards investis dans les startups. Et donc, en 2009, on a dit « Ah, c'est la bulle ». Aujourd'hui, l'année dernière, je crois qu'on a investi dans le monde 140 milliards dans les startups. Et donc, on dit « Oh, vous imaginez, c'est 4 fois 2001, c'est 4 fois la bulle ». Alors, en 2001, il y a 70 millions de personnes qui ont Internet dans le monde. Vous divisez 27 milliards par 70 millions, ça fait beaucoup d'argent par utilisateur. Beaucoup. Je ne sais pas exactement combien ça fait, mais ça fait beaucoup. Je crois que ça fait 70 000 euros, si je ne me trompe pas. Vous prenez la même chose aujourd'hui, on dépense en moyenne, dans le monde aujourd'hui, il y a 2 milliards d'utilisateurs actifs sur Internet. 100 milliards, ça fait 50 euros. Donc, vous voyez, le montant investi par personne s'est écroulé à des niveaux qui sont plus que raisonnables. Puisque derrière n'importe quel investissement, il y a un fondamental. Ce fondamental, c'est quoi? C'est que vous donnez de l'argent à quelqu'un un jour,
en espérant qu'il vous le rende un autre jour. Et pourquoi il vous le rend? Parce que des clients sont prêts à payer pour le service que votre argent a permis à créer. Et donc, non, ce n'est pas une bulle. Oui, il y a des phénomènes inflationnistes de valorisation. Évidemment qu'être un entrepreneur en 2018 qui fait une boîte dans la blockchain ou l'intelligence artificielle ou je ne sais pas quelle connerie de buzzword, forcément, vous levez plus d'argent que tout le monde. Est-ce que c'est les seules entreprises qu'on a besoin de construire? Absolument pas. Et c'est là où, en fait, commence le vrai sujet de notre génération. Le vrai sujet de notre génération, c'est qu'on le veuille ou non, qu'on trouve ça sympa ou pas, qu'on aime bien les slogans marketing genre French Tech, Startup Nation ou je sais pas quoi, à la fin de la journée, on va pas avoir le choix qu'être tous plus entreprenants. On va peut-être pas tous devenir entrepreneurs, mais on n'aura pas d'autre choix qu'être plus entreprenants. Et en fait, entrepreneur, c'est deux choses. Entrepreneur, je vous le disais au début, c'est un type à Harvard qui a écrit un article et qui a dit « C'est fou, j'observe que des gens arrivent à écrire, arrivent à faire, arrivent à fabriquer avec très 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 peu de moyens. Ce qui demande à une entreprise A des centaines de millions, ce type arrive à le faire pour quelques millions parce qu'il a l'énergie, parce qu'il est différent, parce qu'il a la bonne éducation, parce qu'il a le bon moral, parce que c'est un héros. » Et la phase 1 de tout phénomène, c'est la déification des gens qui le font. Si vous prenez par exemple le sport, 2000 ans d'histoire du sport, la phase 1 c'est quoi? C'est dans la Grèce antique, les sportifs sont les demi-dieux qui vivent parmi nous. Et puis petit à petit, le sport, en 2000 ans, s'est démocratisé, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de Usain Bolt. Évidemment que Usain Bolt a des caractéristiques de dieu grec qui court plus vite que les autres, et qui arrive même à se retourner derrière pour narguer avant la ligne. C'est très grec, ça. C'est très tragédie grecque, ce truc. Mais de l'autre côté, si je vous demande ici qui fait du sport plus d'une fois par semaine, levez la main. Voilà. Moi, je ne lève pas la main, merci. Je suis très content du soutien. Ça, c'est la génération d'après, on est les rebelles. Vous voyez, en 2000 ans, on est passé d'un monde où seuls les enfants et les professionnels faisaient du sport à tout le monde fait du sport. Et il y a plein de phénomènes comme ça. Par exemple, l'écriture et la lecture. Au XVIe siècle, il y avait des débats délirants, c'était un peu les polémiques de l'époque, sur est-ce qu'il faut que les gens savent lire et écrire? Est-ce que c'est nécessaire? Et il y avait beaucoup de gens très 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 intelligents qui disaient non, il faut que seulement les nobles savent lire et écrire. C'était déjà une idée un peu bizarre d'ailleurs. Parce qu'on disait finalement pourquoi les nobles auraient besoin de savoir lire si leurs servants savaient lire. Et alors il y a une histoire un peu célèbre que j'adore avec le comte de Provence et l'archevêque de Marseille, où le comte de Provence voulait le palais de l'archevêque de Marseille. Et l'archevêque ne voulait pas lui filer son palais en lui disant « Dégage mec, c'est ma baraque, enfin, tu me fais quoi ?» Et donc le comte de Provence a été corrompre le secrétaire de l'archevêque qui lui écrivait ses lettres. Et quand l'archevêque dictait des lettres aux grands seigneurs de la région, le mec changeait les mots parce que de toute façon le mec ne savait pas lire. Donc ça donnait un truc du genre faites part de mes amitiés au baron de je sais pas quoi. Et le mec devait écrire va te faire foutre bâtard. Et puis au bout d'un moment, les mecs en avaient tellement marre de se faire insulter qu'ils sont venus, ils ont rasé l'archevêché, ils ont tué l'archevêque et puis l'autre il a pu s'installer dans sa baraque. Et ce jour-là, les nobles se sont dit tiens, c'est quand même pas mal de pouvoir relire les courriers. On va apprendre à nos enfants à lire et écrire. Puis au XVIIIe siècle des Lumières, les gens ont dit ah, ce serait cool que tout le monde sache lire. Et il y avait des idées fortes là-dedans. Les philosophes des Lumières disaient l'émancipation, l'autonomie, la connaissance, la liberté, la justice, le sentiment d'appartenance, la société. Vous savez, tous ces grands concepts qui nous sont très chers aujourd'hui, en fait, c'est des types qui les ont écrits sur papier et qui se sont battus. À l'époque, quand vous disiez que tout le monde doit apprendre à lire et écrire, les gens disaient bof. Et puis, tout le monde a dit bof jusqu'au milieu du 19e siècle, où il s'est passé un truc incroyable, c'est qu'on a ouvert plein d'usines. Et dans les usines, on avait besoin d'ouvriers. Et ces ouvriers, ils avaient besoin de deux compétences fondamentales. Lire les instructions et compter la recette.
Donc tout le monde a appris à lire et écrire. Vous savez pourquoi vos grands-parents lisent et écrivent et comptent aussi bien? Parce que c'était les deux seules compétences dont ils avaient besoin. Donc l'école était obsédée par ça. Parce que si vous étiez ouvrier à l'usine, il fallait absolument savoir compter correctement pour le patron et écrire correctement pour le patron, parce que sinon, l'usine ne tournait pas. Il n'y avait pas d'ordinateur, de process automatique, etc. Et donc, l'ensemble de l'institution a rencontré cette pulsion des Lumières et s'est mis à apprendre à lire et à écrire à tout le monde. Et aujourd'hui, beaucoup de gens savent lire, il reste quelques pourcentages de la population qui ne savent pas lire, mais en moins de 100 ans, on est passé de 4 à 5% des gens qui savent lire à 97 ou 98%. Et bien l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Pourquoi c'est la même chose? Pourquoi l'entrepreneuriat, c'est le nouveau sport? Pourquoi l'entrepreneuriat, c'est la nouvelle lecture? Pourquoi l'entrepreneuriat, c'est tout ça? Ben parce que il se passe 3 phénomènes. Phénomène numéro 1, la compétition est de plus en plus dure. Les barrières sont de plus en plus faibles. Aujourd'hui, quand vous êtes dans une entreprise, la probabilité que votre rente ou que votre avantage comparatif ne suscite pas l'excitation de quelqu'un d'autre est très faible. Pourquoi Free Mobile existe? Free Mobile existe parce que Orange, Bouygues et SFR se sont gavés sur notre dos à tous pendant des années. Résultat, un jour, un type peut dire « ta marge, c'est mon opportunité ». C'est la devise de Jeff Bezos, by the way. « Your margin is my opportunity ». Bon, bah très bien. Mais pourquoi on se dit alors, pourquoi Orange ou Bouygues, etc., n'ont d'abord pas baissé leur prix? Bah parce que c'était tentant. C'est toujours compliqué de faire les choses en prévision d'un futur qui n'existe pas encore. Et deuxième chose, c'est pourquoi une fois que ça arrive, pourquoi ils ne descendent pas plus leur prix. Et là, c'est un truc hyper intéressant. C'est que les structures entrepreneuriales sont toujours dures à modifier et plus faciles à créer. Ça s'appelle le pouvoir de la feuille blanche. On était pendant longtemps dans un monde où avoir quelque chose qui existe déjà avait plus de valeur que créer quelque chose de zéro. Pourquoi ? Parce qu'il y avait besoin de beaucoup d'actifs pour créer quelque chose. Il y avait besoin d'argent, il y avait besoin de ressources, il y avait besoin de moyens. Sauf que maintenant, créer quelque chose, ça coûte moins cher que l'entretenir. Ça n'a jamais été aussi facile de créer une boîte, ça n'a jamais été aussi dur de la maintenir. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez pris une décision initiale, c'est dur de changer. Si vous vendez votre abonnement téléphonique à 100 €, c'est très dur de le vendre à 60. Parce que vous avez construit toute votre entreprise, les coûts, les salaires, les fournisseurs, les contrats, etc., en ayant en tête une hypothèse qui était l'argent que vous facturiez. D'ailleurs, by the way, c'est pour ça que c'est toujours plus facile de monter un prix que de le baisser. Les gens disent toujours « c'est plus facile de baisser un prix ». Non, c'est très dur de baisser un prix. Parce que pour baisser un prix, il faut changer la structure de l'entreprise. Il faut changer la culture des gens, il faut changer les salaires, il faut changer les coûts, il faut changer tout ça. Donc, vous êtes dans un monde où, comme les gens peuvent créer sur une feuille blanche quelque chose de nouveau, eh ben, le nouveau sera toujours plus courant que le maintien de l'ancien. La deuxième chose, c'est qu'on est dans un monde où non seulement la concurrence est de plus en plus dure, mais chaque nouvelle génération a exponentiellement plus accès au savoir que la génération précédente. Prenons un phénomène comme coup d'État. Un entrepreneur qui regardait les vidéos de coup d'État il y a 5 ans avait un avantage comparatif sur le reste du marché délirant. Mine de rien, il y a 5 ans, ce que je disais, c'était quand même assez étonnant, surtout en France et en français. Bon, aujourd'hui, tout le monde dit ça. Je veux dire, maintenant les officiels organisent des barbares attaques, les grands groupes ont des labs, tout le monde a son incubateur, je sais pas, enfin, tout le monde a adopté les codes. Donc, c'est de plus en plus dur d'être un pirate. C'est de plus en plus dur d'être rebelle. C'est de plus en plus dur d'être marginal. Et si c'est de plus en plus dur d'être rebelle, marginal et pirate, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde a les outils et tout le monde peut utiliser le savoir disponible. Et si en plus vous voyez ça dans un phénomène de cohorte, avec cette hypothèse que chaque nouvelle génération est plus fraîche que la génération précédente parce qu'elle a eu accès à un savoir de meilleure qualité qui a été produit par une génération avant,
vous voyez que non seulement c'est une concurrence entre entreprises, mais en plus c'est une concurrence entre générations. Et ça, je peux vous dire qu'on a un point d'observation, nous, là-dessus, qui est invraisemblable. Je pense que l'âge de la retraite va devoir être avancé, hein, pas reculé. Hein. Je crois qu'aucun gouvernement dans le monde n'a compris ça. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens, ils ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, et ils ne jouent pas aux POGs, en fait. Ils regardent des vidéos d'intelligence artificielle sur Coursera, ils fabriquent des casques de réalité virtuelle, ils montent des empires médiatiques, ils achètent des cryptos. Regardez la crypto comme c'est la guerre des générations à l'envers. Vous avez tous les gamins qui les ont achetés à quelques centimes, vous avez les mecs de 20 ans qui les ont achetés à quelques euros, et les mecs de 45 qui l'ont acheté à 20 000. C'est ça les cryptos. Hein. C'est la guerre des générations à l'envers. Et puis quand tous les mecs de 45 ans ont acheté à 20 000, tous les mecs qui les ont achetés à quelques centimes ont dit « je vends ». Courage dude, je suis passé sur la prochaine coin, Alter, je sais pas quoi, quinoa inclus. Enfin, si vous voulez, c'est quand même... Et c'est très dur de suivre. Regardez par exemple si vous avez des petits frères ou des petites sœurs, essayez de comprendre les stars qui suivent sur YouTube. Vous avez aujourd'hui dans un monde où des gens font plus de vues à eux tout seuls dans leur chambre que des chaînes de télé entières avec 10 000 salariés. Et il n'y a que quand on travaille à la télé qu'on fait semblant de ne pas comprendre. Parce que c'est hyper fort comme idée. Forcément, on a un cerveau qui n'est pas fait pour comprendre ça. Et là commence le troisième problème, c'est qu'on a tous un cerveau qui est résistant au changement. Essayons de comprendre ensemble pourquoi. Il faut comprendre que votre cerveau n'est pas un instrument qui vous permet d'accéder au réel. Votre cerveau n'est qu'un outil qui vous permet d'avoir une approximation du réel. Le réel, on ne sait pas à quoi ça ressemble en fait. D'ailleurs, il y aurait une expérience assez incroyable à faire, ce serait de pouvoir voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Vous verriez qu'en fait, le monde ne ressemble pas tout à fait chez les gens à ce que vous voyez. On ne voit pas tous les couleurs de la même façon, on ne voit pas tous avec la même qualité, il y a des gens qui voient plus ou moins flou. Par exemple, moi je suis très myope. À un moment, j'ai mis des lunettes, j'ai trouvé tout le monde moche, j'ai arrêté de mettre des lunettes. Je me suis dit, c'est quand même vachement mieux ce monde beau et flou, impressionniste, où tout le monde a l'air très beau. Ça me rend plus optimiste. Mais vous voyez, ça c'est des déformations du réel. Alors, votre cerveau, il ne fait pas que des approximations du réel sur ce que vous voyez, il fait aussi des approximations du réel sur ce que vous comprenez. Ça s'appelle des paradigmes. Les paradigmes, c'est quoi? C'est l'ensemble des règles invisibles qu'on a tous en tête et qu'on ne sait pas qu'on a en tête. Alors, un exemple de paradigme que vous pouvez tous comprendre, c'est la mode. Pensez à une photo de vous, ado, revoyez-vous à quoi vous ressembliez ado, et posez-vous cette question fondamentale, comment on m'a laissé sortir dans la rue? Pourquoi? Pourtant, quand vous étiez ado, vous vous trouviez super cool. Pourquoi aujourd'hui, quand vous regardez cette photo, vous avez forcément une gêne? Et d'ailleurs, ça marche à tous les âges. Si vous avez 50 ans et que vous regardez une photo de vous à 30 ans, vous vous sentez gêné. Parce que la mode, c'est le paradigme ultime. La mode, c'est un message. La façon dont vous vous habillez envoie un message au monde. La mode, c'est une appartenance sociale. La façon dont vous vous habillez montre à quel groupe vous appartenez. La mode, c'est invisible. Ce n'est pas quelque chose de très réfléchi. C'est-à-dire que c'est un ensemble de décisions qu'on prend par rapport à soi-même et aux autres, sans vraiment l'expliciter, le mettre sur papier, essayer de comprendre les règles. Et en plus, la mode, c'est influençable. La plupart des gens s'habillent, non pas parce qu'ils ont décidé de s'habiller, mais parce qu'ils ont des gens qu'ils admirent qui s'habillent d'une certaine façon. C'est ça, les modes. Par exemple, moi j'ai deux chaussures de couleurs différentes parce que j'ai essayé de créer une mode. Toute évidence, je suis un tout petit gourou en fait. Parce que personne n'a de chaussures différentes. J'ai jamais réussi à lancer cette mode. Ça fait quand même... Si? Non, mais vas-y, arrête, change de truc. Invente ton style, mec. Et donc, vous voyez, une mode, ça peut être un moment de rupture d'une décision de quelqu'un. Et comme tout phénomène social, c'est une courbe de Gauss où vous avez des deux côtés des marginaux extrêmes et au milieu les gens qui sont dans la moyenne.
Et la majorité des gens sont dans la moyenne. Si vous regardez ici, il y a le club des t-shirts, il y a le club des chemises, il y a les gens qui s'habillent élégamment, les gens qui ne s'habillent pas élégamment, il y a les gens qui ont du style, les gens qui n'ont pas de style, mais vous pouvez tout catégoriser. Et en plus, tout ça est fait par rapport à une norme qui est hyper relative. Ça, c'est un paradigme. Alors, des paradigmes, il n'y a pas que la mode. On a des milliers de paradigmes sur des milliers de sujets. C'est comme ça qu'on apprend. Il y a des paradigmes très célèbres. Par exemple, un des paradigmes qui me passionne le plus, c'est celui en médecine de l'hygiène médicale. L'hygiène médicale, c'est une invention d'un Suisse. Et les Suisses, ce Suisse, un jour, il est arrivé, il a vu ses potes, il leur a dit « Les gars, il y a un truc de ouf. Figurez-vous que quand on se lave les mains entre la morgue et la salle d'accouchement, eh ben on bute moins de femmes. » Puis ses potes, ils ont fait « Non, n'importe quoi. » Et alors, il faut comprendre deux choses. À l'époque, il y a le paradigme de l'expertise par la saleté. C'est quoi le paradigme de l'expertise par la saleté? Les médecins portaient toujours la même blouse avec le sang dessus pour montrer qu'il y avait plein de gens qui avaient eu du sang avec eux et que donc ils étaient très expérimentés. Donc non seulement ils avaient des petits problèmes d'hygiène perso, les mecs, mais ils faisaient rien pour rattraper ça, même sur leurs vêtements. Et puis, deuxième problème, c'est supposons que les mecs soient d'accord. Qu'est-ce qui se passe instantanément à partir du moment où vous êtes d'accord avec cette idée? Quelqu'un vient et vous dit, si tu ne te laves pas les mains entre la morgue et la salle d'accouchement, tu butes quelqu'un, et vous vous dites, tiens, c'est peut-être vrai. Et bien, instantanément, votre cerveau s'écroule, puisque instantanément, vous pensez à toutes les femmes que vous avez tuées dans votre carrière. Et ça, c'est réel. C'est un cas extrême de paradigme. Mais c'est un cas qui présente exactement pourquoi on est à ce point résistant au changement. Nous sommes par nature résistants au changement parce que l'approximation de la réalité, c'est ce qui fait qu'on ne devient pas fou. Pourquoi on ne devient pas fou? Parce qu'on a l'impression de comprendre les choses autour de nous. Pourquoi les gens qui finissent dans des sectes ont en moyenne des QI supérieurs à la moyenne? C'est tout simplement parce qu'ils ont tendance à se poser trop de questions et à se rendre compte qu'aucune des réponses n'est complètement satisfaisante. Et le pire, c'est que tout ça est fondé sur quoi? C'est fondé sur quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle la confiance. Et la confiance dans une société, c'est un paradigme invisible, extrêmement puissant, que quand vous perdez tout. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Ça fait 2 ans que j'entretiens une relation amicale, on va dire, et intellectuelle, avec les gens qui pensent que la Terre est plate. C'est un sujet qui me fascine. Ça a commencé au hasard d'un groupe Facebook où un matin je me suis levé et j'ai reçu une notif d'un ami qui venait de rejoindre un groupe Terre plate pour tous. J'hésite beaucoup à en parler en public parce que je sens que je vais attirer des milliers de trolls, mais bon, j'assume. Alors cet ami rejoint le groupe Terre plate pour tous, je vais lui parler, je lui dis « What the fuck, dude ?» Il me dit « Non, mais il y a un nombre de timbrés dans ce groupe, ça me fascine, j'y vais. » Alors je me suis dit « Bon, j'ai pas grand-chose à faire, hein, j'y vais aussi. » Et là, je rentre dans ce groupe, et passé les 5 minutes d'amusement, j'ai fait une profonde dépression nerveuse. Et une dépression nerveuse parce qu'en fait, c'est pas des abrutis, ces gens. D'abord, fondamentalement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'abrutis sur Terre. Les abrutis, c'est beaucoup plus rare qu'on imagine, en fait. C'est beaucoup de travail d'être un vrai abruti. La plupart des gens sont juste perdus, en fait. Et je me suis rendu compte, en fait, que tous ces gens, dans ce groupe, étaient simplement des gens un peu plus honnêtes que la moyenne. Et je vais vous expliquer mon idée. À partir du moment où j'ai lu tous leurs posts, tous leurs machins, tout ça, j'ai commencé à jouer un jeu. Ma compagne n'en pouvait plus. À chaque fois qu'on allait dîner avec des amis, j'avais un challenge, c'était de leur faire croire en moins de 30 minutes que je pensais que la Terre était plate, et en moins d'1 heure de leur enlever toutes leurs certitudes. Et les gens adorent faire les malins, les gens adorent se sentir supérieurs, les gens adorent dire « Oui, moi je suis un mec intelligent, je ne peux pas penser que la Terre est plate. » Sauf qu'en fait, 95% des gens à qui j'ai parlé, parmi les plus brillants, les plus successful, les plus incroyables de leur génération, ils savent que la Terre est ronde parce qu'on leur a dit.
Et parce qu'ils sont dans la confiance, eux. Et la confiance, c'est la base de tous les paradigmes. La confiance, c'est un truc qui est magique, parce que quand vous avez la confiance, vous vous sentez bien. Quand vous avez la confiance, vous vous sentez protégé. Et ces gens, un jour, ils ont vu une photo de la Terre est ronde, et ils ont dit, elle est belle cette Terre, elle est ronde. Un jour, ils étaient à l'école et on leur a appris, très doctement, la Terre est ronde. Et ils ont dit, oui, la Terre est ronde, la maîtresse l'a dit. T'es con ou quoi? Sauf qu'en fait, si vous leur demandez de faire une expérience scientifique qui démontre que la Terre est ronde, il n'y a plus personne. Et si vous êtes un petit peu doué en argumentation et un petit peu solide sur comment vraiment what the fuck les gens, eh ben vous vous rendez compte qu'en fait les gens, ils paniquent. Et il y avait 3 types de réactions. Il y avait les gens qui devenaient violents. Non mais enfin, Oussama, voyons, tu ne peux pas penser ça. Ben, bien sûr, je n'ai pas le droit de penser quelque chose. Pourquoi? Il y avait la réaction du « Non, non, mais vas-y, arrête, là, tu me prends la tête. De toute façon, j'en sais rien, moi, je m'en fous que la Terre est ronde. » Ça, c'est l'abandonnement moral. C'est « Écoute, bon, bah, j'avais jamais vu ça comme ça, mais de toute façon, j'ai pas envie de commencer, alors ta gueule. » Et il y avait la 3e réaction qui était la pire, le silence, la peur, la panique. Et quand je voyais les mecs rejoindre le groupe Terre plate pour tous, je me disais gagner. Bon, ma compagne m'a fait jurer d'arrêter, elle n'en pouvait plus. Elle a assisté à des scènes invraisemblables, notamment de gens de 50 ans qui pensaient avoir une carrière accomplie, être des gens incroyables et rationnels, qui d'un seul coup tournaient dingue. Et elle m'a dit non, non, il faut vraiment arrêter, là, ça devient dangereux cette histoire. Et pourquoi ça m'a tellement fasciné? Parce que Internet a détruit la confiance. Il y a dans toute technologie un revers de la médaille. Il n'existe aucune technologie qui ne permet pas de faire un truc qui n'est pas bien. Et Internet a détruit nos bases d'éducation. Ici, dans cette pièce, combien de gens ont fait un bac S? Levez la main. OK. Combien ici sont capables de dessiner le système digestif? OK, je vous prends au mot après. J'adore jouer à cet exercice parce qu'en fait, c'est dingue. Tous les autres, on a appris, moi notamment, le système digestif pour passer le bac. Le jour où on a passé le bac, on a tout oublié. Parce que dans ce putain de système scolaire, on n'apprend pas. On passe des examens, on passe des diplômes, on est sélectionné. Et on a l'illusion que parce qu'on a été sélectionné, on a appris. Mais comme les fondements de ce qu'on apprend reposent simplement sur un argument d'autorité, on ne passe jamais par ce process interne de comprendre pourquoi la Terre est ronde. Comment la Terre est ronde? Pourquoi des gens ont pensé qu'elle était plate? Pourquoi des gens pensent encore aujourd'hui qu'elle est plate? Et résultat, évidemment que des gens qui n'ont jamais eu d'éducation et qui perdent la confiance se retrouvent dans un chaos personnel délirant. Et ils vont chercher des réponses où? Chez les autres gens qui leur ressemblent. Facebook. Internet a permis à tous les gens qui doutaient de douter ensemble. Et ça veut dire quoi? Eh bien, ça a un impact très clair sur le monde entrepreneurial et notre économie. Parce que si la confiance n'existe plus sur des domaines aussi fondamentaux, si elle n'existe plus en politique, elle n'existera plus en économie non plus. Et le sujet qu'on a tous, c'est pourquoi on a tous besoin de devenir entrepreneurs. Parce qu'on a tous besoin, pour survivre à ce changement de paradigme, d'avoir les bons outils pour appréhender ce futur. Et on a besoin de passer d'un monde où tout repose sur la confiance à un monde où tout repose sur la compréhension. Et c'est pour ça qu'il y a plein de règles qui, dans ce nouveau monde, ont l'air tellement contre-intuitives pour l'ancien monde. Prenez une de mes règles favorites. Il ne faut jamais rien déléguer qu'on ne sait pas faire soi-même. C'est très contre-intuitif. N'importe qui vous donne un conseil business vous dit « il faut déléguer ce que vous ne savez pas faire ». Ça, c'est le pire conseil, d'après moi, dans le monde dans lequel on vit. Pourquoi? Parce que quand on délègue quelque chose qu'on ne sait pas faire, on a besoin de donner quoi? On a besoin de donner de la confiance. Et le problème, c'est que la confiance, à notre ère numérique, à une ère où c'est tellement facile d'arnaquer les gens avec des savoirs qu'ils ne comprennent pas, qu'on ne peut plus se permettre de faire ce type de confiance. Et on doit regagner la confiance et regagner profondément ce que ça veut dire faire confiance aux autres,
Non pas simplement sur des critères ésotériques de confiance, je lui fais confiance parce qu'il a tel diplôme, je lui fais confiance parce qu'il appartient à telle institution, je lui fais confiance parce qu'il appartient à tel groupe social, mais vraiment rebâtir une confiance qui soit fondée sur le travail, le mérite et ce qu'on a fait concrètement. Quand on dit dans ce nouveau monde les diplômes, l'expérience et tout ce que les gens ont habituellement ne compte plus, qu'est-ce qu'on veut dire? Est-ce que ça veut dire que ça ne sert à rien d'aller faire des études? Absolument pas. Il faut être complètement abruti pour dire ça à quelqu'un de jeune. Non, ça veut simplement dire que les études ne suffisent plus. Quand on dit l'expérience ne compte pas, est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui a 20 ans d'expérience ou 30 ans d'expérience dans un métier n'a pas quelque chose d'intéressant à apporter aux gens? Non, bien sûr que non. Bien sûr que l'expérience a énormément de valeur. Mais par contre, elle a une valeur décroissante. C'est pas parce que quelque chose a de moins en moins de valeur qu'il n'a pas de valeur. Mais croire que ça a simplement de la valeur comme avant parce que l'information est rare, c'est faux. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'expérience est en concurrence avec l'innovation. Ça veut dire que le savoir ancien est en concurrence avec la radicalité nouvelle. Et de cette concurrence, des fois l'un gagne et des fois l'autre perd. Et ça me fait beaucoup penser au changement entre la physique classique et la physique quantique. Vous savez, il y a un truc incroyable quand on a créé la physique quantique, c'est qu'on a créé des concepts qu'il n'était pas possible de décrire avec le langage commun. J'en prends un au hasard. Un électron tourne dans deux sens à la fois, sur lui-même. Fermez les yeux et essayez de vous représenter un électron qui tourne dans deux sens à la fois sur lui-même. Eh bien, c'est juste pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'on est incapable d'imaginer quelque chose qu'on n'a pas expérimenté. La limite de notre imagination, c'est notre expérience. Si je vous demande d'imaginer un monstre, eh bien un monstre ne sera chez vous que la somme des parties de toutes les bêtes étranges que vous aurez vues. L'imagination, ce n'est pas le fait de créer une figure qui n'a jamais existé. L'imagination, c'est d'assembler des éléments d'une façon qui n'a jamais été assemblée. Mais un monstre sera toujours que la somme des parties de toutes les monstruosités que vous avez vous-même expérimentées. Et quand on voit quelque chose pour la première fois, vous savez, on a cette espèce de sentiment d'exaltation. Quand on voit quelque chose pour la toute première fois, parce qu'on est en train d'expérimenter quelque chose de nouveau. Ça passe par les sensations, et les sensations amènent à la compréhension. On a pensé très longtemps que la raison pure, à savoir la raison rationnelle, le pouvoir de l'imagination, était quelque chose d'infini. Mais ça ne l'est pas. C'est limité par nos sensations, c'est limité par notre expérience, c'est limité par ce qu'on a déjà vécu. Et on est en train de rentrer dans un monde où ce qu'on a vécu a un point de vue extrêmement limité, puisque des gens vivent des expériences de plus en plus profondes. Voyager était quelque chose de rare, c'est devenu une commodité de voyager. Vous ne pouvez pas vous permettre aujourd'hui de vivre dans ce monde et d'être franco-français. La France a un problème fondamental, c'est que beaucoup de gens ont refusé de sortir du point de vue français, et aujourd'hui on vit ça comme une sorte d'agression mondiale à notre modèle et à nos valeurs, parce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'il existe plein d'autres modèles autour de nous. On ne peut pas aujourd'hui avoir le même travail pour toujours, puisque le même travail n'existe plus pour toujours, puisque ce même travail va être attaqué par l'automatisation, par la robotique, par les pays à faible coût, par des gens qui le font mieux, ou par des gens qui considèrent que ça ne sert plus à rien. Et donc on passe d'un monde stable et confiant à un monde instable et extrême. Et qui a le savoir-faire pour tout ce qui est instable et extrême? Les entrepreneurs. Pourquoi tous entrepreneurs? Pourquoi tous entreprenants? Parce que l'entrepreneuriat est un domaine dans lequel toutes ces règles-là, cette violence, cette incertitude, ce mouvement, cette tempête, ce chaos permanent, c'est la norme. Et ça va se généraliser. Et vous savez ce qui est extraordinaire? C'est qu'en fait, ce qui est étonnant, c'est l'accident par lequel on est passé de stabilité. Ce monde industriel incroyablement instable était très contre-naturel. Si vous regardez autour de vous, le chaos est partout. Vous savez, jusque dans l'ADN, le chaos existe. Il y a un truc fascinant, c'est, vous savez, votre ADN se réplique en permanence. Et donc, que ce soit dans vos cellules sexuelles qui servent à la reproduction quand vous donnez la moitié de votre patrimoine génétique pour faire un enfant,
ou dans votre corps à l'instant T, votre ADN est en permanence répliqué. Et la façon dont il est répliqué, c'est par un petit truc qui s'appelle l'ARN messager. Et l'ARN messager, c'est un truc qui coupe l'ADN en deux, d'accord? Qui met les deux branches et qui réplique deux branches d'ADN. Et l'ARN messager est codé pour faire une erreur toutes les milliers de transcriptions, les quelques milliers de transcriptions. C'est-à-dire que votre ARN est codé pour faire une erreur au hasard à chaque fois qu'il réplique. Et c'est de là d'où viennent les mutations génétiques. Les mutations génétiques ne viennent pas d'un plan ou d'une décision ou d'une adaptation. Vous savez, les girafes n'ont pas un long cou parce que les arbres sont hauts. Non, les girafes ont un long cou parce qu'il y en a quelques-unes au hasard qui sont nées avec un plus long cou que les autres. Et il s'avère qu'elles arrivaient à bouffer toutes les feuilles pour les autres et qu'elles n'ont jamais fait de redistribution sociale. Donc, toutes celles qui n'avaient pas le gène du long cou ont disparu, n'ont pas eu le temps de se reproduire, et le groupe dominant est devenu le groupe des longs coups. C'est ça, la sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est que quelque chose arrive par hasard dans la génétique, et ce hasard crée quelque chose qui a un avantage comparatif aux autres dans la reproduction à long terme. Et donc, ça devient une caractéristique dominante qui se transmet de génération en génération. Et ce qui est fou, c'est que c'est aussi pour ça qu'on a des maladies génétiques, c'est aussi pour ça qu'on a des troubles génétiques, parce que comme c'est du hasard, et que la nature ne sait pas d'avance cette erreur de transcription, ce qu'elle va produire, que des fois, ça produit des catastrophes. Et cet ordre naturel, il est aussi vrai dans l'univers. Les étoiles, ça vit, ça meurt. On ne sait jamais pourquoi une étoile, ça va mourir. Et quand ça explose, ça change profondément la dynamique des galaxies et la façon dont les galaxies sont organisées les unes autour des autres. Ça, c'est du chaos. Le chaos, c'est une force profonde dans l'univers. Eh bien, on avait réussi à créer l'illusion que le chaos n'existait pas dans les sociétés humaines. On avait réussi à créer l'illusion de trois choses. L'astrologie, c'était la première grande tentative d'explication du chaos. Pourquoi les gens ont toujours voulu prédire le futur? Pour rassurer les gens au présent. Que vous alliez des chamans au fin fond des sociétés humaines jusqu'à Nostradamus, tous ces gens-là vendent la même chose, à savoir une histoire qui fait du bien pour rassurer sur le fait que c'est impossible de savoir où on va. Et donc, ça a été la première illusion. Et puis, il y a des gens qui ont dit, attendez, moi je ne suis pas astrologue, moi je ne crois que ce que je vois, je suis un rationaliste, un causaliste, c'est Poincaré. Il est possible de prévoir l'avenir si on connaît toutes les conditions initiales. Est née la deuxième grande religion, la science. Bon, la science, c'est une religion comme une autre. Hein. Pourquoi? Parce que les gens ont un certain nombre d'hypothèses, maîtrisent plus ou moins, et ils essaient d'en tirer des conclusions. Et puis, dans les années 30, des gens ont dit, vous êtes marrant avec vos trucs, mais il y a un truc incroyable, c'est qu'à même cause, il y a des conséquences différentes. Et d'ailleurs, c'est l'une des histoires poétiques les plus mal racontées de l'histoire. C'est un battement de papillon dans l'hémisphère sud donne une tempête dans l'hémisphère nord. Vous l'avez déjà entendu, cette phrase? Bon, ben ça veut rien dire. Moi, quand j'étais petit, qu'on m'a raconté cette histoire, à chaque fois que je voyais un papillon, je flippais. C'est connard, tempête, quoi. Enfin, bat plus vite, plus lent. Non, en fait, ce que cette histoire veut dire, c'est qu'il existe un papillon un jour qui était tranquille. Il était là dans ses 3 jours de vie incroyables. Et il a battu les ailes et ça a lancé une chaîne de réactions complètement imprévisibles qu'on produit une tempête. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'un papillon fait ça, ça arrive. Ça veut dire qu'il existe un jour où c'est arrivé. Pourquoi? Parce qu'à même cause, conséquences différentes. Et c'est le truc dont on a le plus de mal à comprendre. Quand on essaye d'enseigner l'entrepreneuriat, on essaye d'enseigner quelque chose qu'on ne peut plus enseigner. Tout le monde s'attend à des techniques sur comment réussir, alors qu'au mieux, on peut vous donner des techniques sur comment ne pas trop échouer. Mais si qui que ce soit sur Terre savait comment, à coup sûr, battre des ailes pour produire du succès entrepreneurial, bah d'abord, il serait très riche, il ne le dirait à personne, et il le ferait systématiquement. Résultat, il n'y a pas de méthode miracle. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est qu'on est rentré dans un monde économique où le chaos est la norme.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez vivre 1000 fois la même histoire et avoir un échec, et une fois vivre une histoire qui donne un succès. Ça veut dire que vous ne pouvez plus être dirigé par le résultat, vous ne pouvez être dirigé que par le voyage. Ça veut dire que tous les gens qui aujourd'hui font ça d'une façon pas sincère vont finir très malheureux. Parce qu'ils cherchent à maximiser leur réussite au lieu de maximiser le plaisir qu'ils prennent dans le process. La réussite, malheureusement, elle n'est pas dans vos mains, elle est dans les mains de quelque chose qui s'appelle la chance. Et quand des gens comme Peter Thiel disent que la chance n'existe pas alors qu'ils sont nés blancs, allemands et qu'ils ont fait Stanford, il faut être sacrément fouteur de gueule, quoi. Des fois, ces gens-là, j'ai envie d'avoir une baguette magique et de les envoyer, je sais pas, au fin fond du Laos, dans une ferme, et leur dire, vas-y, je te regarde faire ta start-up. Tu vas voir, la chance, ça n'existe pas. Bien sûr que la chance, ça existe. Tout autour de nous, la chance est une réalité. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils glissent sur un pavé dans la rue et une voiture les percute. Ouais, ça s'appelle pas avoir de bol. Ouais. C'est la définition même de pas avoir de bol. Et il y a des gens qui disent, non, c'est leur volonté, ils avaient qu'à faire attention là où ils mettaient leurs pieds. Donc la volonté, le mérite, c'est des idées du monde d'avant. Les idées du monde d'aujourd'hui, c'est le chaos et le hasard. Et alors comment on devient résistant au chaos et au hasard? Eh bien on le devient en comprenant que fondamentalement, on ne peut pas maîtriser les choses. On ne peut pas maîtriser le futur, on ne peut pas prévoir. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'outils qui ont disparu. L'une des obsessions de coup d'État, c'est de créer des outils qui donnent les moyens à tout le monde de vivre dans ce monde, quelle que soit l'échelle à laquelle ils vivent dans ce monde. Que vous vouliez faire une start-up scalable qui devienne le prochain Facebook, que vous vouliez être un freelance et gagner votre vie et arrêter de travailler et voyager à Bali toute l'année, que vous vouliez créer une PME industrielle qui a un revenu stable, que vous vouliez créer une boîte de services et de consulting qui scale, que vous vouliez créer un restaurant où vous prenez du plaisir à cuisiner pour les gens, et bien toutes ces activités humaines, aujourd'hui, vous êtes obligés de les faire par le cycle entrepreneurial. Et quand je dis obligé, c'est pour une raison très simple, c'est que si vous ne le faites pas, un jour vous vous ferez fracasser la gueule par un mec qui le fera. Parce que le problème, c'est que vous n'êtes plus dans un monde fermé où vous pouvez choisir votre vie, vous êtes dans un monde ouvert où plus personne n'a besoin de demander la permission pour quoi que ce soit. Et c'est ça en fait la grande différence. Pourquoi tant de gens vivent mal le monde actuel? Moi j'appelle ça le phénomène 16e arrondissement. Laissez-moi vous expliquer, c'est un de mes phénomènes préférés. Le 16e arrondissement, c'était un endroit fabuleux sur Terre. Parce que c'était un endroit où, quand vous aviez des enfants, la prédiction de ce qu'ils allaient devenir était incroyablement facile. On avait réussi à créer un monde où on avait reproduit la noblesse sans aucun titre de noblesse. Vous êtes dans un bon lycée, vous allez dans une bonne prépa, qui vous envoie dans une bonne école, qui vous donne un bon travail et qui vous donne une bonne carrière, et vous pouvez dire à tout le monde, j'ai du mérite. Et j'ai travaillé dur. Et ça, c'était un monde incroyable, puisque tous les gens qui faisaient ce cycle-là venaient exactement du même moule. Le système est pas con, il a quand même des petits trucs de marketing. De temps en temps, il y avait un Oussama ou un Mamadou ou un Youssef qui passait par là, et on disait, bah, tu vois, méritocratique, regarde, on en a un. Et puis, à un moment donné, ce système, il ne s'est pas écroulé parce que ce système ne fonctionnait plus. C'est ça qui est marrant. Ce système, il s'est écroulé parce qu'en fait, le monde n'en avait plus besoin. Et quel est le truc le plus amusant du monde dans lequel on vit? C'est qu'aujourd'hui, un étudiant en lycée dans le 16e, il est autant paniqué par son avenir, son truc et je ne sais pas quoi, qu'un étudiant du 9-3. Donc on n'a pas fait un monde où le 9-3 est monté au 16e, on a fait un monde où le 16e est descendu au 9-3. Et d'ailleurs, regardez Parcoursup. Regardez l'émeute nationale qu'on a eue sur Parcoursup. Et pourquoi Parcoursup, ça a angoissé tout le monde? Ben, ça a angoissé tout le monde parce que d'un seul coup, il n'y avait plus de passe-droit, et d'un seul coup, il y avait un système où plus personne ne comprenait rien. Je ne suis pas en train de dire que c'est un bon système, je dis juste que c'est un système dans lequel vous ne pouvez plus être un insider. Vous ne pouvez plus avoir un avantage comparatif sur les autres. Et donc d'un seul coup, ça devient un système qui rend tout le monde hystérique.
Ça rend hystérique les types qui, de toute façon, n'ont pas d'école parce qu'ils ont de mauvaises notes au bac. Et ça rend hystérique les mecs qui ont des bonnes notes au bac parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils ont. Et donc, ça crée tout un cycle d'hystérie collective. Mais pourquoi le système était tellement obsédé par faire un truc comme Parcoursup? Je veux dire, apparemment, avant, les gens, ils avaient APB, ça marchait à peu près. Pourquoi changer? Parce qu'il y avait 1% de gens dans le système, ou 2%, qui subissaient le tirage au sort de l'université, il fallait que ça cesse. Vous voyez, ça s'appelle la règle de la minorité. Un des trucs qu'on comprend assez mal, c'est que c'est toujours les minorités qui drivent le changement. Il ne faut pas beaucoup de gens très motivés pour qu'une majorité fasse quelque chose. Nassim Taleb a écrit un livre sur ce sujet qui s'appelle la domination de la... C'est un chapitre dans Skin in the Game qui s'appelle Domination de la minorité. Il explique pour changer un pays, vous avez besoin de 4 ou 5% des gens. Vous n'avez pas besoin de beaucoup plus. Parce qu'une minorité radicale sera toujours plus profondément motivée qu'une majorité un peu passive. Et l'entrepreneuriat, c'est cette minorité radicale. C'est une minorité qui a commencé il y a 20 ans, 30 ans, à changer les règles du jeu économique et qui a marqué des vraies victoires. Quand les journaux disent la Startup Nation, ce n'est pas une réalité en France, tu as envie de leur dire, oui, c'est vrai, d'ailleurs, Xavier Niel, il n'existe pas. Quand ils disent, oui, les startups, ça ne marche pas, tu as envie de leur dire, oui, bien sûr, il n'y a qu'à voir un endroit comme The Family, où sur les dernières années, nos startups ont levé plus d'argent que sur les 5 dernières années réunies. Bien sûr que ça ne marche pas. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire que ça ne marche pas à tous les coups. Mais le marché à tous les coups, c'est un critère du 19e, c'est un critère de l'ère industrielle, c'est un critère de l'usine, c'est un critère de la production de masse à faible qualité standardisée. Comment le monde industriel a répondu au problème de la certitude? En disant, on va mettre tout le monde dans des cases. Comme le monde est trop complexe et la réalité est trop bizarre, il y a une seule façon de le rendre prédictible, c'est d'en faire des petites cases. Sauf que les petites cases, c'était génial dans un monde industriel, mais d'un seul coup, il y a des gens qui sont sortis des cases et qui ont commencé à gagner. Résultat, tous les gens dans les cases se sont dit, pourquoi mes enfants ne gagnent plus? Et vous savez, la panique aujourd'hui des gens, elle est dingue. Moi, par exemple, je donne des cours à Sciences Po. C'est un endroit formidable pour ça, parce qu'à Sciences Po, il y a une sorte de fracture chez les élèves entre les gens qui vivent dans le nouveau monde et les gens qui vivent dans l'ancien monde. Par exemple, moi, 60 ou 70% de mes étudiants à Sciences Po sont des gens qui sont persuadés que faire l'ENA, c'est un achievement dans leur vie. Alors, le problème, ça ne veut pas dire que faire l'ENA, ce n'est pas quelque chose de bien. Je suis sûr qu'on apprend plein de choses très bien, l'ENA. On a un associé qui est énarque, on ne va pas dire du mal de l'ENA. Mais le problème, c'est encore une fois ce même raisonnement. C'est sans doute très bien, mais c'est plus suffisant. Et c'est ce problème de c'est plus suffisant. Quelle est la réponse que les gens apportent en moyenne à cette question? Ils font plus d'études. Vous savez, le nombre de doubles diplômés, triples diplômés a explosé sur les 15 dernières années. Parce que les gens disent, un master, ça ne suffit pas, je vais en faire 2. Un doctorat, ça ne suffit pas, je vais en faire 2. Une grande école, ça ne suffit pas, je vais en faire 2. Et puis quand il y a tout le monde qui en a fait 2, ils ont dit, moi, je vais en faire 3. Et puis après, les mecs, ils vont passer 35 ans de leur vie à l'école et ils vont dire, alors, il est où le poste dont je rêve? Mais quel est le problème? Le problème, c'est un mismatch entre deux phénomènes. Ce qu'on a raconté aux gens et ce qu'on a offert aux gens. On a raconté aux gens que tout était possible, que s'ils voulaient quelque chose, ils pouvaient l'avoir, et qu'il n'y avait aucune raison que leur rêve de grandeur et de gloire ne soit pas satisfait. Et qu'est-ce qu'on a donné aux gens? Un monde où tout est possible, et quoi qu'il arrive, leur rêve de grandeur et de gloire est possible, qui qu'il soit. Alors vous allez me dire, c'est la même chose. Ben non, parce qu'il y avait deux hypothèses cachées. La première hypothèse cachée, c'est la confusion entre pouvoir, vouloir et avoir. Si je vous dis, il suffit de vouloir quelque chose pour l'avoir, vous ne voyez pas qu'au milieu, il faut énormément travailler. Et en fait, les gens définissent toujours ce qu'ils veulent par le bon côté de ce qu'ils veulent, mais ils définissent jamais ce qu'ils veulent par les conséquences de ce qu'ils peuvent avoir. Prenons mon exemple.
Il y a plein de gens qui viennent me voir et me disent « Ouais, je veux faire la même chose que toi. Je veux monter sur scène, faire des vidéos sur YouTube. » Ah ouais, tu veux des articles dans l'Express? Tu veux qu'à chaque fois que tu dises quelque chose, des milliers de gens viennent t'insulter? Tu as envie d'avoir toute ta famille qui est mise et exposée sous prétexte que tu as dit quelque chose qui a vexé un jour quelqu'un? Tu signes pour ça? Les gens disent « Ouais, je veux être acteur. » Ah ouais? Tu veux te prendre des milliers de noms en casting, être traité comme une merde pendant des années et espérer qu'un jour un producteur te donne ce que tu as demandé? Ouais, je veux être milliardaire. Ah ouais? Tu veux vivre avec une responsabilité où à chaque fois que tu dépenseras ton argent, tout le monde considérera que cet argent est mal dépensé parce que tu en as tellement que tu as une responsabilité publique vis-à-vis de ton argent? Ouais, je veux être ingénieur. Tu as envie de passer des années à faire des maths, passer une prépa, être dans le top de ta classe, travailler pendant que les autres sortent? Et vous voyez, il y a le gros problème. Le gros problème, c'est qu'on a créé un monde où on a supprimé les barrières, mais on a dit à tout le monde, la méritocratie, ça démarre. Mais le problème, c'est qu'on l'a fait dans un monde où pendant longtemps, la méritocratie était une illusion. Si vous sortez du 16e et que vous n'avez plus la garantie d'avoir quelque chose sous prétexte que vous sortez du 16e, le monde a l'air horrible. Si les parents du 16e ont leurs enfants qui sont en concurrence avec tous les enfants sur la planète, le monde est horrible. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans un monde où la possibilité de sortir de votre milieu social et de monter est proportionnelle à la capacité que vous avez à être stable, patient, travailleur, courageux et surtout, surtout pas sensible au biais social des autres. Et ce biais social, il repose sur quoi? Il repose sur le fait que la plupart des conseils qu'on reçoit de la génération d'avant sont en général inapplicables dans la génération. Si vous prenez chaque nouvelle génération de l'histoire et que vous prenez leurs élites, c'est toujours des gens qui n'ont pas écouté leurs parents. Prenons le cas de Molière. Ça date. Qu'est-ce qu'il a fait, Molière? Il voulait être comédien. Comédien, c'est la lie de l'humanité à cette époque. Saltimbanque, c'est les mecs dont personne ne veut. Molière, il est devenu comédien. Pourquoi? Parce que Molière, il ne s'est pas posé la question, il voulait être comédien. Son père lui a dit « Non, tu ne seras pas comédien, tu seras je ne sais pas quoi, marchand, je ne sais pas quoi comme moi, tu reprendras ma boutique. » Il a pris, il est parti loin de son père et il a fait son truc. Après, les gens, ils ont voulu devenir comédiens parce qu'ils voulaient être comme Molière. Vous avez remarqué, on connaît Molière, mais est-ce qu'on connaît les gens qui sont venus après Molière? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas intéressants. Ils n'ont pas écrit grand-chose de sympa et ils l'ont fait pour la plupart du temps pour de mauvaises raisons. Les gens qui sont devenus entrepreneurs, récemment, je faisais un voyage au Japon et j'ai rencontré un type qui vend des produits japonais en ligne dans le monde entier. Petite boutique, il avait une boutique pour touristes et il s'est dit pourquoi je ne ferais pas ça en ligne? Et à un moment, je lui ai demandé, je parlais avec lui dans la boutique et puis je finis par comprendre qu'il est gay. Et il me dit cette phrase terrible. Il me dit entre être gay et entrepreneur, pour mon père, le plus terrible, c'est quand même que je sois entrepreneur. Bon, gay, il n'est pas très content, mais il a réussi à s'en remettre. Mais une fois qu'il s'est remis du fait que j'étais gay, il m'a demandé, s'il te plaît, prends un vrai travail. Et pourquoi ce type a une vie extraordinaire? Parce qu'il représente une rupture avec la génération d'avant. Cette rupture, ce n'est pas un sentiment de rébellion à deux balles où il faut être rebelle pour être rebelle. Non, c'est simplement la reconnaissance que la probabilité que quelqu'un qui ne vit plus dans le monde dans lequel vous vivez n'a pas grand-chose d'intéressant à vous dire sur le monde dans lequel on va.